Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale spoil complet de One Piece, chapitre 1136. Donc voilà, on va tout décortiquer. Ça y est, je vous ai publié les spoils, que ce soit sur Twitter ou sur Discord. Donc je vous invite à aller tout simplement follow, à donner de la force, parce que voilà, il y a eu un travail en amont. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour tout simplement vous inciter à aller regarder un petit peu ce qui se passe sur tous les réseaux. Comme je l'ai dit, il y a Discord, Twitter, il y a YouTube et Twitch. Il y a les souscriptions si vous voulez participer de manière financière. Mais pour la team YouTube, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, c'est ce qui aide le plus au niveau de l'algorithme et du référencement. Donc voilà, pour toutes les personnes qui le font, ça aide énormément la chaîne. Donc merci beaucoup à vous et merci à tous ceux qui sub aussi, ça fait trop plaisir les gars, merci beaucoup. Donc c'est parti les gars, on va analyser tout simplement les spoils complets du chapitre 1136. Donc voilà, le titre c'est le pays qui attend le soleil. Donc on va avoir des révélations sur les chevaliers divins, on va parler de Luffy, de Zoro, de Nami, de plein d'autres personnages et on va aussi voir qu'il y a des petits running gags qui sont vraiment sympa. Mais bon voilà, vous connaissez, on l'a vu hier, le cœur du chapitre se situe sur Loki et le fait que Loki pourrait potentiellement rejoindre les chevaliers divins. Donc je vous mets les spoils et c'est parti pour une demi-heure. Donc let's go les gars. Là on va passer directement à la couverture. Donc la couverture c'est le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon volume 22. Oldem conduit Yamato, Tama et Speed vers une base secrète. Donc Yamato le force à les guider pendant que Tama monte sur Speed. Le toit de la base a la forme de la tête de Uzu. Donc c'est trop intéressant parce que vous allez voir déjà dans ce chapitre on va beaucoup parler de Uzu. Ça veut dire qu'il aura entre guillemets son importance, vous allez voir après. Donc voilà, on voit que potentiellement Uzu peut être des membres du gouvernement mondial, peut-être qu'il y a une espèce de coalition qui est en train de se former à Wano et que potentiellement il pourrait essayer de reprendre Wano par la force. Mais bon, vous l'avez compris, Wano doit savoir se défendre tout seul sans l'aide extérieure et je pense que c'est ce qui va se passer prochainement. Donc c'est parti, le chapitre commence là où le précédent s'est arrêté. Luffy savoure de la viande d'orignal, je sais pas si ça se dit, je sais pas du coup c'est quoi, peut-être une mauvaise traduction, tandis que Ja Rule explique que peu d'humains atteignent le monde du soleil. Beaucoup croient par erreur que l'Underworld est Elbaf, ce qui provoque leur fuite par peur. L'équipage des Mugiwara fait la fête, donc il y a Robin, Chopper, Franky, qui ne sont pas encore présents. De nombreux géants s'intéressent à Jinbei et Brook car ils n'ont jamais vu d'autres races. Usopp raconte les aventures des Mugiwara, notamment quand il a vaincu Horse. Un géant révèle qu'Horse est le guerrier légendaire parmi leur peuple. Donc Horse, ça doit être Oz, si je me trompe pas, ça doit être la version anglaise et du coup Road, forcé par Gerd de s'excuser, semble aimer cette situation et du coup Zoro dit si Usopp ne m'avait pas arrêté ta tête aurait déjà volé. Donc voilà, ça c'est marrant mais on a quand même quelques petites informations. Donc ce qui est intéressant c'est que déjà le fait qu'il y ait un lien avec les Oz, si j'ai bien compris la traduction, et avec les géants, on avait tout simplement émis l'hypothèse et c'est quelque chose qui commence à prendre forme petit à petit. Mais bon voilà, les informations sont encore que trop maigres mais c'est des choses qui sont tout simplement réels et je pense que les géants, mais pas que les géants, ont tout simplement une origine primordiale, tu vois, primaire, parce que j'ai l'impression que toutes les races, en tout cas énormément de races, découlent des géants. On l'a vu pour les boucaniers, on l'a vu pour potentiellement plein d'autres races, comme les liens qu'il y a entre Wano et tout simplement Elbaf. Donc potentiellement que Elbaf est d'une certaine manière l'un des anciens royaumes, potentiellement l'ancien royaume. Peut-être que l'ancien royaume est tout simplement sous l'eau. Donc à voir, hein, et ne pas confondre Raftel et l'ancien royaume. On sait pas du tout si les deux sont la même chose. Vous faites pas avoir comme Nika et Joy Boy. Énormément de personnes pensaient que Nika et Joy Boy étaient tout simplement la même personne et aujourd'hui on sait très bien que non. Donc voilà, faites attention à tout ça, c'est des choses qu'il faut bel et bien prendre en compte. Je voulais revenir aussi sur Jinbei et Brook. Donc le fait que les géants ne connaissent pas d'autres races, ça montre aussi le fait que voilà, ils sont très fermés aux personnes qui viennent de l'extérieur. Et ça prouve tout simplement que les géants sont bel et bien une race qui vivent quasiment que sur Elbaf.
Minecraft, rares sont les géants qui quittent les mers. Tu vois. À part, vous connaissez l'équipage des anciens pirates géants et l'équipage des nouveaux géants. Donc vous avez capté. Donc voilà, en tout cas pour la partie 1, on va passer directement à la partie 2, les gars. On continue avec Rhodes, donc qui annonce que le rêve de chaque géant est de devenir le dieu du soleil et de régner sur le monde. Donc voilà, ça c'est cool. Pourquoi? Parce que voilà, le rêve de tous les géants, c'est de devenir le dieu du soleil, et c'est totalement logique parce que Nika est tout simplement une personne qu'on pourrait considérer comme un dieu dans la mythologie des géants dans One Piece, et effectivement, les géants le traitent encore aujourd'hui comme un idéal, genre. Donc, on voit l'intérêt que l'auteur porte sur Nika, ce qui pourrait nous conduire directement à des informations par rapport au peuple des géants, mais aussi par rapport à l'origine potentielle de Nika, aussi tout simplement les origines que Elbaf pourrait avoir avec en lien avec Nika. Mais bon, ça c'est des choses qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas d'informations profondes, et je pense sincèrement que c'est sur quoi Oda veut nous diriger, tout simplement parce qu'il veut vraiment sincèrement essayer de nous donner un espèce de cliffhanger. En tout cas, il nous tease énormément d'informations entre Nika, entre les géants, entre le siècle oublié, Joy Boy, etc., etc. Tout est lié et tout se rejoint sur cette île. Donc voilà, Oda, ça se voit qu'il a bel et bien prévu quelque chose de colossal pour cet arc. Donc voilà, pour les gens qui malheureusement pensaient que c'était un arc de transition, ça commence à devenir de plus en plus difficile. On continue. Alors, un désaccord éclate sur la véritable nature du dieu soleil. Certains disent qu'il est le dieu de la libération, d'autres le dieu de la destruction, et un géant prétend qu'il est le dieu qui rit. Donc voilà, en fait, il n'y avait pas deux significations possibles, il y a trois significations possibles, et les trois, pour moi, sont la réalité. En fait, là, j'ai l'impression qu'Oda, il veut nous feinter, il veut essayer de nous prendre par le bras d'une certaine manière, mais surtout nous guider sur une voie. C'est-à-dire, il nous propose trois voies et il nous dit, d'après vous, est-ce que Nika est le dieu de la libération? Est-ce que Nika est le dieu de la destruction? Ou est-ce que Nika est le dieu de l'humour, le dieu qui rit, etc., etc. Et je pense clairement que c'est les trois. Pour moi, Nika ne peut pas... Il peut pas y avoir de libération sans destruction. On l'a vu par rapport à la géographie de One Piece. Redline doit être détruit pour pouvoir libérer un petit peu le monde des mers, entre guillemets, parce qu'au final, c'est ça le plus grand ennemi d'un pirate, d'un marin, mais aussi le plus grand ennemi dans l'univers de One Piece, c'est bel et bien la mer, les démons des mers, etc., etc. Et du coup, je pense que Luffy va être le destructeur, il va aussi être le libérateur, comme il le fait si bien depuis le début du manga, mais il va aussi être le dieu qui rit, parce que il est déjà, pour moi, c'est peut-être le côté de Nika qui a le plus d'éteint sur Luffy, parce que voilà, l'humour, l'humour est ce qui est au cœur de One Piece, vraiment, parce que voilà, le fait que Luffy s'appelle Luffy, ça veut quasiment dire le rire en anglais, Love Tale, tu vois, le conte du rire. Il y a aussi le fait que Roger a ri quand il a découvert l'histoire du siècle oublié. Donc voilà, tout est porté sur le rire. C'est quelque chose qui est au cœur du manga. Et je pense que ça va être quelque chose de bien drôle. Je pense que la fin de One Piece va nous faire énormément rire, mais aussi énormément pleurer. Donc voilà, j'espère que ce sera quelque chose de grandiose, même si je ne doute pas une seule seconde d'Oda. On continue. Ja Rule évoque la mythologie d'Elbaf, connue sous le nom de Harley, ou peut-être Harley, écrite dans une langue ancienne, difficile à traduire. Selon cette mythologie, le monde a déjà été détruit 2 fois. Une illustration ancienne de Nika montre une silhouette semblable à celle vue avec Uzu, mais avec plus de détails. Donc voilà, déjà, c'est là où on voit que Uzu, là, c'est la deuxième fois qu'on entend parler de lui dans le chapitre, c'est colossal. Je sais pas comment il fait pour être présent, mais le plus intéressant, c'est que dans le flashback, entre guillemets, de Uzu, on voit vraiment Nika. Et là, en fait, l'image qui parle, je pense que c'est Nika, le vrai Nika, c'est-à-dire celui avec le bâton, celui avec les cheveux en l'air, pas celui qui ressemble à Luffy ou celui qui ressemble tout simplement à Joy Boy. Donc là, on voit que d'après les écrits, d'après les mythologies, le monde a déjà été détruit 2 fois, et c'est totalement logique. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on avait déjà émis sur la chaîne, les gars, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, c'est un cycle qui continue éperdument. La première fois, c'était la mort du soleil dans l'Underworld avec le vrai Nika. C'est la première fois que Nika est mort. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Nika n'était qu'une légende, etc. Non, là, de plus en plus, on a des informations qui montrent clairement que Nika existait bel et bien, et qu'il était bel et bien un géant. Ça, après, reste à confirmer. Et la deuxième fois, pour moi, c'est tout simplement avec Joy Boy, parce que Joy Boy, c'est vraiment la deuxième personne qui avait le potentiel de détruire le monde, mais qui, malheureusement, n'a pas pu. Pourquoi? Sûrement par une suite d'événements qui ont conduit tout simplement ses rêves à néant. Comme par exemple Zunesha, comme par exemple Emmet qui a pas su le protéger, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui ont fait qu'il n'a pas réussi à accéder au titre de dieu libérateur, entre guillemets, même si je pense que Joy Boy était quelqu'un de vraiment très très puissant, mais je pense que la puissance ne suffit pas. Ensuite, pour terminer, je pense que Luffy sera
tout simplement l'enfant de la prophétie, l'enfant qu'on attendait à l'époque de Nika, l'enfant qu'on attendait à l'époque de Joy Boy. Donc voilà, il y a tout simplement plusieurs cycles qu'il faut bel et bien comprendre dans One Piece. Il y a le premier qui date de plusieurs millénaires, en tout cas de plus de 1000 ans, ça a été énoncé. C'est tout simplement le cycle avec Nika. Le deuxième cycle, c'est celui avec Joy Boy qui s'est passé pendant le siècle oublié il y a plus de 800 ans. Et tout simplement, aujourd'hui, on est au dernier cycle, le cycle de la vérité, le cycle qui va se réaliser. Et là, on est bel et bien avec Luffy, le vrai dieu libérateur, le vrai Nika, la vraie personne qui va tout simplement libérer le monde. Et d'ailleurs, petit message d'Oda qui a été dit il y a très longtemps, n'oubliez pas que les plus grosses informations se trouvent dans le passé. Donc voilà, on pense que dans le présent, c'est potentiellement ce qui va nous choquer le plus avec la révélation du One Piece, etc., etc. Mais Oda nous a dit clairement que la chose la plus choquante du monde va tout simplement se passer dans le passé. On continue les gars. Alors du coup, la silhouette en question, elle a des cheveux longs et bouclés, des nuages blancs autour du cou, une épée et un bouclier, un pagne en guise de vêtements. Donc voilà, ça ressemble vraiment à des tribus primitifs. Donc ça colle parfaitement avec tout ce que je vous ai dit sur les différents cycles. Ensuite, il y a Ja Rule qui dit qu'il soit un sauveur ou un destructeur, il apparaît toujours quand le monde est sur le point de changer. C'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir craignent Nika. Donc voilà, évidemment, ça on le savait déjà. Joy Boy a changé le monde à son époque, même si je dirais que Im-sama a contribué à ce changement de manière significative. Et aujourd'hui, Luffy va changer le monde en bien. Et pareil pour Nika, il a changé le monde. Et c'est potentiellement grâce à lui qu'après la guerre qui s'est passée avec Nika, tout simplement, le royaume ancien, l'ancien royaume, a été créé. Et peut-être qu'après cette guerre est né tout simplement toutes les technologies du siècle oublié. On continue les gars. Troisième partie. Donc là, on a des dialogues. On a Luffy qui dit, alors c'est lui Nika, c'est le gars dont Bonnie parlait. Ja Rule répond, ceux qui cherchent l'espoir se tournent toujours vers lui. Il porte du blanc et est entouré de nuages blancs et rit aux éclats. Et Luffy répond, c'est pour ça qu'on disait que je lui ressemblais. Mais je n'ai rien à voir avec ce dieu. Franchement, quand tu dis ça, on a vraiment envie de le croire. On a vraiment envie de le croire. On va dire, ouais, mais t'inquiète, on avait remarqué que t'avais rien à voir avec lui. Pourtant, on sait bel et bien que Luffy, est bel et bien le libérateur, le dieu qu'on attendait, entre guillemets. Alors, Ja Rule ajoute que l'histoire de Harald et Loki pourrait résulter de leur désir de devenir Nika. Luffy demande si Loki est bon. Les géants choqués listent ses méfaits. Il tua le cheval porte-bonheur de la famille royale après sa naissance. Des désastres frappèrent le royaume. L'année où Lilin tua Ja Rule, la reine mourut 1 an après la naissance de Loki. Il fit de l'Underworld son terrain de jeu, dompta des bêtes féroces et les lâcha dans les villages à 10 ans. Il causa des incidents et détruisit tout avec son autorité de prince et sa personnalité terrible. Donc voilà, je vois exactement quel profil a Loki, parce que clairement, quand on le voit comme ça, Loki, pour moi, c'est le Bart Simpson de One Piece, et en même temps, c'est un petit peu le Oden de Elbaf, tu vois. Parce qu'en fait, depuis qu'il est tout petit, il est détesté du peuple, parce que voilà, il fait beaucoup de conneries, il est un peu détesté, il est un peu détestable même, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai l'impression que tout simplement Loki est une personne qu'on n'aime pas, mais pas parce que il est foncièrement mauvais, mais parce que il y a trop de choses de scepticisme qui tournent autour de lui, qui fait que, ben voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a envie, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des a priori, tu vois. Vu qu'il a une force personnalité et qu'il veut pas rentrer dans le moule de prince gentil, etc., et ben tout le monde va le détester, et ça ressemble étrangement, pas tant que ça en plus, à Loki, mais de la mythologie viking. Donc voilà, très intéressant, très très cool. J'adore un petit peu les comparatifs qu'il y a dans ce chapitre, et je pense clairement que Loki, c'est un peu le Oden vraiment de l'île d'Elbaf, et en même temps le Bart Simpson, parce que voilà, c'est le petit gamin qui fait que des conneries, qui profite de son statut pour tout simplement s'amuser. Je pense que c'est vraiment ça. Donc pour moi, Loki, c'est vraiment l'enfant innocent qui fait des conneries et qui est détestable, alors qu'au final, je pense que c'est une très bonne personne. On l'a déjà vu parler au téléphone et dire voilà qu'il avait un petit peu de protection, qui semblait vouloir protéger un petit peu Mossa, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à garder en tête, mais je suis assez content de voir que Loki n'est pas si terrible que ça. Ok, donc on passe à la partie 4, dernière partie les gars. Donc voilà, il y aura même beaucoup de dialogue, donc c'est parti. Zoro observe Luffy inquiet de son comportement inhabituel. Il discute à l'écart. Et Zoro dit, ce roi tueur est détesté
sécurité de tout le pays, tu ne devrais pas lui faire confiance. Luffy répond, mais il sait où est Shanks et tu sais combien je veux le revoir. Zoro dit, ça te rend vulnérable. Et Luffy rétorque, s'il ment, je le tabac. Nami surprend leur conversation et les rejoint. Et Nami répond, vous pensez arriver quelque part sans moi? Ils voyagent dans un Sval avec Rhodes qui rame pour eux. Rhodes se fait électrocuter par Nami. Je suis explosé. Et Nami dit, j'ai fait de lui mon serviteur. Et Nami, encore une fois, Nami a frappé. Vraiment, Nami, femme fatale qui vraiment asservit les hommes. Elle rend les hommes esclaves. Et Zeus qui répond, mais je suis le numéro 1 et Sanji le numéro 2. Rhodes dit, c'est un honneur, Namitazo. Et Nami dit, garde tes distances. Dans l'Underworld, Shanks encapuchonné est une femme mystérieuse rencontre Loki. Donc voilà, ils ont dit Shanks, mais bon, il y a encore un petit peu de secret autour de Shanks. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient encore dur comme fer que Shanks potentiellement pourrait être la personne encapuchonnée. Donc voilà, c'est pas du tout mon avis et j'y crois pas une seconde, mais ça reste, comme je le dis à chaque fois les gars, que mon avis, mon humble avis. Et on discutera justement de 2 commentaires que j'ai relevés qui sont plutôt pour moi pertinents. Donc on va les analyser sûrement ce week-end ou peut-être début de semaine prochaine, après tout simplement l'analyse du chapitre. Donc voilà, pour moi, Shanks n'est pas l'homme encapuchonné. J'ai donné trop d'informations sur ça et je vais défendre mon point de vue malgré le fait que je n'élimine pas totalement le fait que ça pourrait être Shanks. Je peux me tromper comme n'importe qui, ça reste que mon avis comme je l'ai déjà dit, mais il y a trop de choses qui vont dans le sens que cette personne n'est pas Shanks pour que je puisse imaginer pour l'instant que c'est Shanks. On attend les confirmations et après on dira si c'est réellement Shanks ou pas. Donc on continue. Ils veulent recruter Loki dans les God's Knight. Dans les God's Knight, les chevaliers divins. J'aime bien God's Knight. Ça fait stylé. Mais il refuse. Donc Loki refuse de rejoindre les chevaliers divins. Loki demande s'ils sont des Tenryubito et du coup on n'a pas de réponse. Shanks demande des informations mais tous leurs espions ont disparu à cause d'un corbeau géant. La femme enlève sa capuche et dit c'est Gonku en japonais, enfant de l'armée. Et attendez, avant de continuer, j'ai envie de noter que la personne qui demande justement des informations, mais du coup que tous ces espions ont été capturés par un géant, peut-être que les espions en question sont les personnes qui se sont retrouvées dans le monde de Rhodes, et ce serait trop bien, et ça ferait vraiment un running gag de fou, parce qu'au final, le Rhodes, on le détestait, on disait ouais, mais il capture des humains, c'est un être abject, mais il a quand même bien fait. Il a capturé des hommes qui faisaient partie du gouvernement mondial, et qui comptaient un petit peu, je dirais pas détruire, mais en tout cas attaquer Elbaf d'une certaine manière, ou convaincre tout simplement Loki de rejoindre les chevaliers divins. Donc voilà, c'est trop marrant. Et au final, Rhodes a fait une bonne action en faisant que des mauvaises actions. C'est fort. Comme quoi, on peut pas faire totalement que le mal. Même des fois, quand on fait le mal, eh ben, il en découle du bien par nature. Parce que voilà, vous connaissez l'équilibre du monde, le yin, le yang, etc., etc. Ok, on continue. Donc, la femme enlève sa capuche, c'est Gonku. Gonku, qui en japonais veut dire enfant de l'armée. Donc, son œil droit est inversé, c'est-à-dire qu'il a l'œil blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Ses manches se transforment en bandage avec des pointes qu'elle contrôle. Et un loup géant apparaît. Et Loki qui rigole et qui dit Doka, mange là le loup, tu vois. Et Gonku répond, ne t'approche pas. Elle étrangle le loup avec ses bandages pendant que Loki crie. Et du coup, le faux Shanks dit, changeras-tu d'avis contre la vie de cette créature? Et Loki, imperturbable, répond, c'est ton destin tragique. Repose en paix, mon ami. Un guerrier ne perd jamais son calme face à la mort. Je dévorerai ma rage et détruirai le monde. Pas de pause la semaine prochaine. Je trouve ça magnifique. On a vraiment un chapitre de légende qui se termine sur un cliffhanger plutôt pas mal. En tout cas, moi, j'ai adoré, les gars. Vraiment, je trouve que ça va être un chapitre colossal. Hâte de voir les images parce que ça va être fou, les gars. Donc ça, c'est la première chose. Et j'aimerais revenir tout simplement sur le fait que Shanks parle et dit, changeras-tu d'avis contre la vie de cette créature? Shanks menaçait une créature. Effectivement, elle n'est pas encore morte. Donc, potentiellement, que le vrai Shanks pourrait faire ça. Mais si la finalité, c'est que cette créature meurt, je vois très très mal Shanks faire quelque chose comme ça. C'est pour moi quelque chose qui va tout simplement à l'encontre de ses convictions. On l'a vu par exemple avec Bartholoméo. Il a voulu faire croire qu'il l'empoisonnait. À la fin, il a même pas osé lui mettre un simple coup. Donc, je pense sincèrement que Shanks est bel et bien gentil et que cette personne n'est pas Shanks, à mon humble avis, comme je dis à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour la première partie. On va passer directement à l'analyse. Donc c'est parti les gars pour l'analyse du chapitre 1136. Donc voilà.
voilà, gros chapitre à mon sens. Oda revient en force après tout simplement 3 semaines de pause et après le nouvel an. Donc voilà, nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouveau chapitre, qui dit nouveau chapitre dit chapitre colossal. Donc voilà, on a un magnifique cliffhanger, on est là, on en redemande encore, c'était quand même légendaire. On peut discuter tout simplement des running gags qu'on retrouve assez facilement dans le chapitre, hein, comme par exemple Nami qui a servi les hommes, les géants, les nuages, les uns après les autres. Et du coup, c'est assez marrant parce que voilà, Nami utilise toutes les façons possibles pour pouvoir devenir, entre guillemets, plus forte et arriver tout simplement à ses fins. Au début, on avait Zeus, ce qui lui a fait un power-up de légende. Après, on a Sanji, mais bon, Sanji, voilà, c'était depuis toujours. Et là, maintenant, on a Rhodes qui va servir de guide, entre guillemets, et qui va ramer et aider tout simplement Nami à pouvoir se déplacer, etc., etc. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que je pense que Rhodes prend bien son rôle dans la flotte des Mugiwara, parce que tout simplement, c'est pas quelqu'un qu'on apprécie, mais c'est quelqu'un qui, je pense, va pouvoir servir énormément, en tout cas à Nami. Ensuite, pour revenir sur Rhodes, vu qu'on parle de lui, Rhodes, comme je l'ai déjà dit, ce qui est intéressant, c'est que là aussi pourrait y avoir un running gag dans le sens où Rhodes, il capturait des humains de manière illégale pour les enfermer et les emprisonner, ce qui pour n'importe qui est complètement abject, mais ce qu'il a fait, c'est que potentiellement, il a réussi à capturer des membres du gouvernement mondial qui espionnaient un petit peu les géants, et du coup, ça fait de lui, sans faire exprès, quelqu'un de très bon, et ça, j'adore, parce que voilà, Oda très fort pour retourner des situations, et ça, c'est une chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc voilà, c'est des petits détails, mais pour moi, les détails, c'est ce qui fait toute la beauté de l'œuvre. Donc, on continue. On peut parler vite fait du pèlerinage de Yamato, parce que, justement, une fois de plus, on entend parler de Uzuhu, donc voilà, on se demande pourquoi il est là, et on voit aussi Oldem, donc des soldats de Kaido qui pourraient se regrouper et essayer de survivre en attendant de trouver une faille pour pouvoir soit asservir le pays, soit s'enfuir du pays, soit potentiellement sauver Kaido et Big Mom qui seraient enfermés dans de la lave, j'en sais rien, tu vois, il pourrait se passer énormément de choses. Mais tout ça, je pense que c'est un petit peu une intrigue qui pourrait découler sur le fait que Yamato puisse tout simplement visiter tout le pays, réparer tout ce qu'il y a à réparer, on terminait un petit peu avec tous les soldats de Kaido et ramener la paix sur le pays, et ça permettrait tout simplement à Yamato de pouvoir partir après avoir tout simplement visité le pays comme Oden l'a fait. Et si on se rappelle bien du flashback d'Oden, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait le pèlerinage, il a conquis toutes les zones, et après ça, il a tout simplement voulu quitter le pays, et peut-être que c'est ce qu'elle va faire, et qu'elle va rejoindre Luffy très prochainement, j'espère, peut-être à Elbaf, peut-être après. Pareil pour Vivi, je la vois bien intégrer les Mugiwara très prochainement, étant donné qu'elle a nulle part où aller. Pareil, est-ce que ce sera Elbaf, est-ce que ce sera plus tard, on sait pas, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête, les gars. Je vous les répéterai parce que c'est important, et j'ai vraiment l'impression qu'on a le doigt sur quelque chose, les gars. Ok, donc ensuite, on va parler un petit peu des légendes autour de Nika. Comme je vous l'ai dit, les gars, il y a plusieurs cycles. Premier cycle, c'est le cycle millénaire, il y a plusieurs millénaires, en tout cas plus de 1000 ans, où Nika existait, où Nika vivait. C'était le soleil, et on en a appris plus dans les précédents chapitres, où potentiellement le soleil était mort dans l'Underworld, et ça c'est assez intéressant, parce que ça montre un petit peu que Nika devient de plus en plus réel. C'est-à-dire qu'avant c'était plus une fable, c'était plus une légende, etc. Sauf que maintenant c'est plus une personne, c'est plus quelqu'un qui a existé, et je suis assez content parce que c'est quelque chose qu'on défendait corps et âme quand la plupart des gens pensaient que soit Nika était Joy Boy, donc l'égal de Joy Boy, la même chose que Joy Boy, ou soit que Nika n'était qu'une vulgaire légende. Et là on voit que on a bien fait de continuer dans cette direction parce que il prend forme de plus en plus. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cycles. Premier cycle, Nika avec une guerre qui a explosé. Dans le chapitre, il a été mentionné que le monde a été détruit 2 fois. Donc pour moi la première fois c'était avec Nika, il y a plus de 1000 ans. Pour moi, c'est il y a plusieurs millénaires, potentiellement 1600 ans, comme ça ferait 800 ans, un cycle de 800 ans à chaque fois, où un nouveau Nika réapparaît. Et la deuxième fois, c'était avec Joy Boy, pendant le siècle oublié, où justement la même chose s'est passée. Le monde a été enseveli sous la mer, la plupart des îles ont été submergées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Luffy, qui va devoir être tout simplement le libérateur final du monde de One Piece, qui pour moi va réussir ce que Nika, ce que Joy Boy n'a pas réussi à faire, ce qui est totalement logique. Donc voilà, en tout cas, pour Nika et un petit peu les cycles. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que par rapport à Nika, on a tout simplement le choix entre le fait que ce soit un destructeur, le fait que ce soit un libérateur, ou le fait que ce soit un dieu qui rigole. C'est un petit peu la manière dont a été présenté et énoncé le pouvoir un petit peu du fruit du démon de Luffy, donc Nika. Et là,
pour moi les gars, c'est clairement ce qui est en train de se passer parce que Luffy pour moi est bel et bien les trois et il n'est pas qu'une seule voie, tu vois. C'est pas juste le libérateur, c'est pas juste le destructeur, c'est tout. Il est obligé de détruire le monde pour pouvoir le refaçonner. En plus, ça marche un petit peu sur ce qui a été expliqué dans la mythologie Nika, que quand Nika apparaît en ce monde, forcément, le monde change complètement. Et malheureusement, il va falloir que le monde change parce qu'on sait que Redline doit être détruit. Donc, le côté destruction va être présent avec justement le Gear 5, Nika, etc., etc. Ensuite, on a tout simplement le côté rire. Donc voilà, avec les contes du rire, le fait que Luffy s'appelle Luffy, hein, donc c'est quasiment rire en anglais, comme j'ai déjà dit. Il y a aussi tout simplement le fait que son pouvoir, c'est le pouvoir le plus ridicule, le plus hilarant, on va dire. Donc voilà, tout rentre en compte et Roger qui rit en découvrant l'histoire du sécoulier. Donc voilà, vous comprenez que tout tourne autour du rire et que voilà, c'est ce qui va porter ses fruits à la fin du manga. C'est même un petit peu la direction artistique du manga qui est vraiment portée sur le ridicule, sur le rire, comme on l'a vu par exemple avec les pouvoirs de Nika qui font vraiment référence aux Looney Tunes. Donc voilà, tout prend sens, tout est logique, tout est cohérent. Donc voilà, les choix scénaristiques, les choix visuels sont vraiment très très bien choisis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal avec le mode cartoon, mais au final, c'était totalement logique et voilà, on va avoir des combats badass avec Zoro, etc., etc., mais Luffy, c'est tout simplement combattant du rire, on va l'appeler comme ça. Donc voilà pour le côté destruction, pour le côté rire, il reste plus que le côté libérateur, mais bon, on va pas s'étaler dessus parce que pour moi c'est totalement logique. La libération du monde est aux mains de Nika, est aux mains de Luffy, donc je pense que potentiellement dans le futur ça va arriver, et pour moi c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les précédents arcs. C'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus. Ok, donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas par rapport à Nika, et là on va terminer sur tout simplement le faux Shanks, potentiellement Shanks, et Gunko. On a un nouveau nom au niveau des Chevaliers Divins. Donc voilà, deux personnages colossaux qui viennent d'apparaître. Le faux Shanks, si c'est le faux Shanks, pourrait tout simplement être une personne du même acabit que Loki, voire potentiellement plus puissant. Je dirais même du même acabit que Shanks lui-même. Même potentiellement supérieur à Shanks, ce qui est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, mais ce qui est totalement possible, étant donné que Shanks a un bras en moins, qu'il n'a pas de fruit du démon. Potentiellement que cette personne pourrait être l'antithèse de Shanks, donc tout ce que Shanks n'a pas, lui il va l'avoir et inversement. Donc je pense que là on est sur vraiment beaucoup entre guillemets de level empereur. Donc voilà, si Shanks se ramène sur l'île, si son frère est bel et bien level empereur, si Loki est bel et bien ancien empereur et tout simplement la personne qui a fait de Shanks l'empereur qu'on connaît aujourd'hui, et que Luffy est là, ça fait 4 empereurs sur l'île, ce qui est assez marrant parce que ça pourrait tout simplement faire pencher la balance dans le sens inverse de Luffy. Si jamais il y a une alliance entre le faux Shanks et Loki, je pense que la destruction du monde sera plus facile à atteindre que la protection par Luffy. Donc ça montre un petit peu aussi que l'échelle de puissance prend tout son sens et qu'elle devient ultra cohérente et ultra importante pour la suite de l'arc, parce que comme je vous l'ai déjà dit les gars, à Egghead, beaucoup de personnes pensaient qu'après Wano, Luffy roulerait sur le monde, et malheureusement sur la chaîne on disait tout le contraire parce que la logique shonen veut que ça se passe pas comme ça et qu'il y ait toujours des ennemis de plus en plus forts. On a vu que le Gorosei était très puissant, Haki des rois, etc., etc. On a vu aussi Loki qui pour moi, de par sa construction, pourrait être un Oden, mais je dirais supérieur, étant donné que Elbaf est considéré comme le pays le plus fort du monde, donc plus fort que celui de Wano, donc potentiellement que Loki est plus fort qu'Oden. Et on a aussi tout simplement le fait que, voilà, c'est la logique shonen veut que on aille tout le temps crescendo avec des ennemis de plus en plus forts. Donc voilà, le level empereur pour Loki est quasiment validé pour moi. Le level du faux Shanks est quasiment validé pour moi, parce que voilà, je pense que le faux Shanks et Shanks pourraient nous donner un combat légendaire à la fin du manga, avec vraiment une puissance colossale. Et pour affronter Shanks, il faut forcément être empereur, on l'a vu avec Kid qui malheureusement s'est fait one shot. Ensuite, au niveau de Gunko, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je pense que ça pourrait être soit la numéro 2 ou la numéro 3, parce que voilà, peut-être que Oda veut réserver un peu de secret et il met pas le numéro 2 des Chevaliers Divins avec le numéro 1, il décide de mettre le numéro 3 avec pour justement équilibrer les forces. Et pour moi, cette personne pourrait tout simplement être la personne qui est un petit troisième personne des Chevaliers Divins, tu vois, au même level que par exemple Sanji, tu vois, ou potentiellement même au même level que Zoro. Donc ça montre un petit peu que là, au niveau de l'échelle de puissance, on a vraiment quelque chose de colossal, surtout que si Im-sama leur a octroyé la même puissance que celle des Gorosei, je pense que là, on est sur quelque chose de vraiment colossal, et vraiment, c'est quelque chose qu'on pourra pas s'en sortir. S'il y a un empereur qui a les mêmes pouvoirs que le Gorosei, je donne pas cher de la peau, tout simplement, des Mugiwara, tout simplement. Donc voilà, au niveau du power scaling, pour moi, c'était important, et c'est encore important de le dire et de le répéter, parce que c'est des choses qui, tout simplement,
aiguille un petit peu sur ce qui pourrait se passer dans la suite du manga. Donc je terminerai avec Loki qui tout simplement a été recruté par ses chevaliers divins, et pour moi la raison semble toujours floue, même si j'ai l'impression que son recrutement a été fait uniquement par rapport à sa puissance. On le voit par rapport à son caractère, ce qu'il définit réellement, c'est sa puissance. Pour moi, il est du même acabit que Zoro, c'est-à-dire que au niveau de son honneur, de sa puissance, de son code, tu vois, de son Indo, j'ai envie de dire, référence à Naruto. Franchement, je pense sincèrement que Loki, c'est quelqu'un qui vit pour le combat, tel un vrai viking, et je pense que lui, vraiment, sera soit un adversaire de taille, soit un allié de taille, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a tout pour détruire le monde, même si ça a déjà été énoncé. Je rappelle que quand même, les seules personnes à qui on a octroyé la capacité de potentiellement pouvoir détruire le monde sont soit des empereurs comme Barbe Blanche, soit les armes antiques comme Shirahoshi. Donc voilà, ça montre un petit peu que Loki est ultra important, et pour moi, c'est la raison pour laquelle les chevaliers divins le veulent parmi eux. Je pense que les chevaliers divins recherchent des personnes très très puissantes, telles que des empereurs ou anciens empereurs, pour justement conquérir ou défendre, on va dire, Marijoa, l'éternel Obito, ou potentiellement annihiler le monde. On sait que Im-sama est dans une phase de destruction, donc potentiellement que son rôle va se jouer ici, et peut-être qu'il rejoindra tout simplement les chevaliers divins pour ça, pour détruire le monde. Peut-être que les chevaliers divins vont lui dire, mais notre but c'est de détruire le monde, et que Loki va être séduit. C'est quelque chose qui est très probable, même si pour moi Loki va se ranger du côté du bien, mais avant de se ranger du côté du bien, ça se peut qu'il fasse tout simplement partie du côté du mal. Et comme je l'ai dit, s'il rejoint les chevaliers divins, ça fera un équilibre parfait dans l'arc, parce que si Shanks se pointe, s'il y a Luffy, Zoro et les Mugiwara contre 2 chevaliers divins plus Loki, je pense que les favoris sont plus du côté de Loki et les chevaliers divins, étant donné qu'il y a un faux Shanks qui a l'air en parfait état et qui a l'air en plus de potentiellement posséder un fruit du démon. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. De toute façon, on regardera le chapitre pour avoir des détails beaucoup plus carrés, beaucoup plus pointus par rapport à tout ça. On émettra des théories profonde, sincère. J'ai hâte de voir tout ça en tout cas. J'espère avoir tout dit. Donc voilà, pour la team YouTube, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé ce live. J'ai vraiment kiffé un petit peu découvrir ces spoils complets. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez un petit peu la manière dont je publie les spoils, tout simplement. Est-ce que ça vous sert, ça vous sert pas? Comme ça, je vous les referai tout simplement toutes les semaines où il y a un chapitre. Et sinon, bah écoutez, vous avez tout simplement le Discord si vous voulez discuter avec la commu, jouer, regarder un petit peu les lives qu'on prévoit, avoir des informations complémentaires sur One Piece. Vous avez aussi le Twitter pour avoir les informations avant les autres. C'est là-bas où je publie en priorité, donc n'hésitez pas à les regarder. Et sinon, bah tout simplement, connaissez YouTube, Twitch, vous avez les souscriptions si vous voulez participer de manière financière, mais faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et vous avez sinon la possibilité de soutenir la chaîne, tout simplement en like, en follow, commentant, parce que ça aide énormément au niveau de l'algorithme et du référencement. Je pense avoir fait le tour. Merci encore, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très très vite et prenez soin de vous.